Voilà, c'était donc Maurice Audin, La disparition, un documentaire signé François Desmerliac. Alors, pour en parler, pour évoquer ce drame, pour évoquer la torture en Algérie, l'attitude de l'armée, du gouvernement français, du FLN, pour voir dans quelles conditions ce passé douloureux, cette déchirure pourrait prendre place de façon un peu plus apaisée et moins passionnelle dans notre histoire. Eh bien, autour de cette table, Sylvie Thénault, bonsoir, vous êtes historienne spécialisée de cette période et de ces questions-là, de la torture en général et des exactions des États, si je puis dire, en particulier. Hein, de la répression. Et de la répression en particulier. Maurice Fèvre et Henri Pouillot. Alors Maurice Fèvre, vous avez des documents, j'en montre plusieurs, puisque vous êtes cité dans ce livre de Jean-Charles Geoffrey sur ces officiers qui ont dit non à la torture. Et vous avez écrit vous-même le renseignement dans la guerre d'Algérie, puisque vous êtes général aujourd'hui, vous avez fini votre carrière comme général. Mais j'étais un spécialiste du renseignement puisque j'ai terminé comme commandant le 2e bureau à Baden et à Strasbourg. Donc j'étais un spécialiste du renseignement militaire. Hein. Bon, et pendant la guerre, vous étiez un officier, la guerre d'Algérie. Voilà, j'étais lieutenant puis capitaine. J'ai fait 2 séjours. Pendant vos 2 séjours, voilà. Et vous étiez un militaire d'active. Exactement, engagé. Exactement. Et à côté de vous, donc, Henri Pouillot, vous êtes un militaire, enfin un ancien militaire aussi, mais vous étiez un appelé. Vous n'êtes pas un militaire, vous étiez un appelé et vous avez participé à cette guerre d'Algérie. Et dès votre arrivée, vous avez été affecté à la Villa Susini. Vous le racontez dans ce livre, c'est ça? Absolument. Et vous avez témoigné de ce que vous avez pu y faire et de ce que vous avez pu voir dans cette Villa Susini, qui était un centre de torture, en fait, à Alger. C'est d'ailleurs le seul centre de torture qui a fonctionné toute la guerre d'Algérie à Alger. À Alger, il y a eu un certain nombre de centres qui ont été plus épisodiques. La Villa Susini, c'est triste privilège, je veux dire. Et vous y avez fait tout votre service? Si non, pas tout mon service, 9 mois seulement. 9 mois seulement. Qui est déjà un enfer terrible. Bon, mais votre découverte de la guerre, du service de soldats, ça a été ça, d'entrée de jeu. C'est effectivement ça, cette douloureuse période qui laisse des traces très profondes. Bon, alors on va parler de ça, de votre témoignage, et nous rejoindrons tout à l'heure Mali Caral, qui elle est historienne et qui va parler d'une idée comparable à celle de Maurice Audin, enfin d'une histoire, pardon, d'un drame comparable à celui de Maurice Audin, et puis Charles Sylvestre, qui lui aussi a fait son service militaire en Algérie, et qui est ancien journaliste, je crois, à l'Humanité, et qui est à l'origine de ce qu'on a appelé l'appel des 12. D'abord avec vous, François Desmerliac, vous êtes réalisateur. Vous n'êtes pas un spécialiste au départ de ces questions de l'Algérie, de cette période, de la torture? Non, au départ non. Moi je suis réalisateur. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça? Ce qui m'a amené, moi j'ai travaillé sur d'autres sujets, ce qui touchait à la colonisation ou la décolonisation. J'ai travaillé par exemple pour la Cité des Sciences, sur l'histoire de la médecine et de la colonisation, enfin bon. Et en fait, j'avais travaillé aussi sur un film sur Sartre. En fait, mon intérêt, il est pour le sujet, il vient de plusieurs. De ce que j'ai lu, il y a plusieurs axes, film de Sartre que vous vouliez faire, voilà, qui vous amène à rencontrer Madame Audin. Alors, qui m'amène à rencontrer Madame Audin. Et puis votre coexistence dans votre immeuble avec Pierre Vidal-Naquet, puisque vous étiez un voisin de palier. Pas de palier, mais disons que Vidal-Naquet habitait dans la même maison. Donc moi, quand j'étais gamin, je voyais passer régulièrement. Voilà, donc, et puis c'était une personnalité quand même un peu particulière. Donc on veut dire que votre destin, votre histoire vous a mis sur le chemin de ces gens-là. Voilà, absolument. Hein? Voilà. Bon. Vous avez donc rencontré Madame Audin. Elle n'avait jamais parlé. Elle avait parlé, mais elle avait parlé à travers des écrits, à travers des articles. Elle a toujours eu une activité très insistante, disons, sur la question de la reconnaissance de la torture et en particulier autour de la disparition de son mari. Et en fait, sur le premier interview que j'avais fait d'elle, ce qui était d'ailleurs difficile parce qu'au départ elle voulait pas parler, elle avait quelques appréhensions, c'est une personne très pudique, donc l'idée de passer devant une caméra était quelque chose qui était un petit peu difficile pour elle, mais bon, j'avais réussi à la convaincre. Je lui avais dit que c'était quand même l'occasion de parler de l'histoire de son mari, de cette disparition, et que peut-être que le fait de pouvoir en parler d'une façon peut-être un peu plus large en utilisant les médias était une façon
on l'espérait. Hein, on peut, Et pourquoi elle a accepté avec vous ce qu'elle avait peut-être refusé avec d'autres? Ah, je ne sais pas si elle l'a refusé avec d'autres. Je sais qu'elle l'a accepté avec moi. Donc voilà. Bon. Et après, en fait, lors de cette première interview, elle a dit, face à la caméra, ça serait bien qu'il y ait un film qui soit fait sur la disparition de mon mari et sur l'affaire Audin. Alors on va tout de suite écouter, justement, dans votre documentaire, comment elle raconte déjà l'arrestation de son mari. C'était donc le 11 juin 1957. Nous venions de nous coucher, il devait être 11 h du soir, quand on a entendu tambouriner à la porte. C'était les parachutistes qui arrivaient en nombre, disons. Ils étaient très nombreux. Certains sont repartis avec mon mari, en emmenant mon mari, et d'autres sont restés dans l'appartement. J'ai demandé donc au capitaine de Vis où il emmenait mon mari et quand est-ce qu'il allait revenir. Et le capitaine de Vis m'a répondu, s'il est raisonnable, il sera là dans 1 heure. Voilà, c'est là que Henri Alleg est venu, le lendemain de l'arrestation de mon mari. Ah voilà, elle est très touchante, hein, cette femme. Très touchante dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de fermer les yeux pour aller chercher peut-être à l'intérieur d'elle-même les souvenirs qu'elle a de cette époque. Qu'est-ce que vous gardez d'elle? C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, parce que, enfin, d'une part, arriver à... Enfin, c'est pas la même forme de courage que celle de Vidal-Naquet, qui lui s'est exposé. Oui, qui est un militant. Bon, qui est un militant, qui a payé physiquement aussi de son engagement. Elle va au-delà de sa propre pudeur, en fait. C'était ça aussi qui était difficile lors de l'interview avec elle, qui a duré quand même assez longtemps, parce qu'elle était toujours à vouloir continuer, à vouloir se contrôler, à poursuivre, à se contrôler, à dire les choses, à aller au bout de ce qu'elle avait à dire. Alors, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui, près de 50 ans après, plus de 50 ans après ce drame-là? Elle a fait une lettre ouverte au président de la République qui est restée sans réponse. Sa fille elle-même a refusé une décoration pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'elle attend vraiment? C'est quoi son... Je crois qu'elle attend 2 choses. Hein. C'est d'une part avoir la réponse, où est son mari? La réponse officielle. Enfin, la réponse officielle ou la réponse des acteurs, disons, des faits. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'est devenu Maurice Audin? Où est son corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, donc, savoir la vérité sur ce qui s'est passé, ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est avoir une reconnaissance officielle de l'État français sur la torture, sur la disparition de son mari, mais qui est un des milliers de disparus de la guerre d'Algérie. C'est pas seulement Maurice Audin. Maurice Audin, disons qu'il a été, du fait de sa... c'était un intellectuel, enfin bon, c'est dit par d'autres dans le film, c'était donc une personne exemplaire de quelque chose qui a été pratiqué à très très large échelle et d'une façon très systématique. Et l'échelle, on va en parler dans un instant avec vous. Dernière chose sur votre film, l'attitude des autorités militaires officielles, actuelles, françaises. J'imagine que vous êtes allé les solliciter quand vous avez fait ce film-là. Moi, j'ai surtout essayé de solliciter les acteurs, c'est-à-dire en particulier au SARES, Cuomo, enfin ceux qui sont cités dans ce film. Donc le responsable du renseignement militaire pendant la bataille d'Alger. Absolument, oui. Donc qui a refusé. Et qui a confessé d'avoir pratiqué abondamment la torture. Hein, il a confessé, mais bon, il a confessé, c'était en 2000. 2000 hein. Voilà, donc... 2001, me dit-on. 2000 ou 2001, oui, je ne sais plus, bon... Je demande votre indulgence. Ok, il a dit, mais donc vous vouliez cette parole-là, vous vouliez une parole officielle de l'État français, des militaires français? Je pensais que c'était intéressant d'avoir la réponse des Français militaires qui avaient participé à ça. D'accord. Bon, donc au SARES, qui était quand même un des militaires officiels, je veux dire, attachés à cette histoire, je veux dire, et dont la responsabilité a été engagée sur l'affaire Audin, mais aussi sur l'affaire d'Ali Boumengel, enfin bon, lui a refusé. D'accord. Cuomo a refusé.
Et les autorités actuelles ont refusé. Et les autorités... Alors, en revanche, là où j'ai eu un bon accueil, c'est à l'ECPA. C'est-à-dire que, en fait, j'avais besoin de documents. L'établissement public qui est le cinématographique des armées. Voilà. Donc il y a beaucoup d'archives, des archives que j'ai utilisées. Ils ont été ouverts, ils vous ont permis d'avoir accès à ces archives-là. Ces archives-là audiovisuelles ont été accessibles. Mais bon, il y a un certain nombre d'autres archives qui, malheureusement, ne sont pas aussi accessibles. Alors, parce qu'on voit bien... Ouais. On voit bien dans votre film que vous faites le relais de la thèse de la théorie de Vidal-Naquet, sur la façon avec laquelle on a, habillé cette disparition, si je puis dire, transformé une exécution éventuellement en disparition. Vous, général, vous dites, ça c'est qu'une thèse, il n'y a pas de preuve, on ne sait pas... Oui, Vidal-Naquet, d'une part, pour moi, ce n'est pas un historien de l'Algérie. Il le dit lui-même dans un colloque qui a eu lieu à Nancy il y a quelques années. Il dit, je ne suis pas un historien de l'Algérie. C'est un spécialiste de l'histoire grecque. Alors là, je lui tire mon chapeau, il est très qualifié sur l'histoire grecque. Bon, mais sur l'histoire d'Algérie, c'est un militant, c'est un agitateur, c'est tout ce que vous voulez. Mais il a fait des hypothèses sur cette histoire d'enlèvement, mais sans arriver à... Il n'y a aucune preuve. Hein. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui, est-ce qu'il y a des convictions? Non, je crois qu'il n'y a pas de preuve. Vous savez, dans le film, ce que je trouve, c'est que on parle beaucoup de la thèse de Vidal-Naquet, mais on oublie de parler de toutes les enquêtes qui ont été menées. Il y a eu des enquêtes de gendarmerie, il y a eu des enquêtes faites par les procureurs militaires, il y a eu des enquêtes faites par la Commission de sauvegarde du droit et des libertés, ça vous l'ignorez complètement. Je les cite, excusez-moi de vous interrompre, mais d'une part, l'hypothèse de Vidal-Naquet n'a jamais été contredite officiellement par qui que ce soit. D'autre part, j'ai fait des recherches, je suis allé au centre d'histoire de Sciences Po, où il y a un certain nombre de documents, tous les éléments de la procédure, en fait, qui recoupent très exactement, souvent au mot près, le livre de Vidal-Naquet, sont là, ils sont accessibles, disponibles. On a le rapport Bavoileau, on a le rapport de l'enquête de police qui a été faite. Qu'est-ce qui est arrivé, général, à votre avis? Et rigoureusement... Qu'est-ce qui est arrivé à Maurice Audin? D'après vous, hein. Moi, je suis d'accord avec la thèse de la commission de sauvegarde de M. Dor. Il y avait dans la commission de sauvegarde quand même des gens très, très éminents, les professeurs Richet, le professeur de Vernejoul, ils ont dit quoi? Le recteur Dor. Commission de sauvegarde du droit et des libertés qui avait été créée par Guy Mollet en 1956. Et pour ceux qui ne savent pas, ils ont dit quoi dans cette commission? Eh bien, ils ont fait une enquête, ils ont fait une recherche. Ils ont dit il y a une disparition, c'est troublant, mais on n'a pas de preuves. Voilà la conclusion. On en reste là, c'est la thèse officielle et vous dites ça, c'est la thèse officielle. Oui, et puis ensuite, ça a été quand même soumis au jugement et la commission de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que lui avait adressé Mme Audin. Bon, donc pour vous, fermez le banc, l'histoire est terminée d'après vous. L'histoire se termine là. Que dit l'historienne? L'historienne s'inscrit... Cette histoire Audin, on parle. L'historienne s'inscrit en faux de A à Z avec ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'Algérie pour écrire un livre comme celui que Vidal-Naquet a écrit, qui est celui-ci, l'affaire Audin. Et c'est un livre dans lequel, en fait, il met ses compétences d'historien critique des sources, et c'est sa capacité à critiquer les sources et à travailler sur des écrits qu'il met en œuvre. C'est pas question d'être spécialiste de l'Algérie. Bien. Deuxièmement, je suis très stupéfaite par la régression du débat. La régression du débat. C'est-à-dire que ce livre-là... En général, sur cette question-là. Oui, aujourd'hui en particulier. Ce livre-là, il est sorti en 1958. Lisez-le. Vraiment, j'appelle tout le monde à le lire. Tous les documents dont parle Maurice Fèvre, y sont cités. Il y a un nombre d'éléments nombreux et je trouve que c'est vraiment une régression aujourd'hui que de venir dire que c'est une thèse et qu'il y en a d'autres. Vous dites, si je comprends bien, qu'on remet en cause aujourd'hui des choses qu'on considérait comme plus ou moins acquises il y a quelques années. Moi, je suis stupéfaite, y compris, lisez Le Monde de l'année 1957. Pour un historien, lire Le Monde de l'année 1957, c'est une mine d'or. Pas tout y est. Mais vous avez, à partir du printemps 1957, une déferlante d'affaires. Il y a l'affaire Ali Boumendjel notamment, qui prouve quoi? Qui prouve qu'à Alger, depuis que les parachutistes ont obtenu les pouvoirs de police, ils arrêtent en masse
sans déclarer leurs arrestations. Et de la sorte, il y a des disparitions où il y a des gens dont on dit qu'ils se sont suicidés alors qu'on n'a aucune preuve de leur sort réel. Concernant Maurice Audin, il est arrêté le 12 juin. Son arrestation n'est officiellement déclarée que le 21. Il y a 9 jours pendant lesquels cet homme a été détenu par les parachutistes. Et le 21, si je comprends bien, en disant qu'il s'est évadé, c'est ça? Pas tout de suite. Non. Il y avait le système qui était en place, c'est qu'il y avait à la préfecture d'Alger un secrétaire général qui s'appelait Paul Tedjen, qui était chargé normalement de recevoir de la part des militaires la déclaration de leurs arrestations. L'idée était de pouvoir quand même un peu contrôler qui était arrêté, où étaient les gens, à quel moment. On n'avait pas complètement donné les clés de la ville et de la répression au général Massu. En janvier 1957, on a donné les pouvoirs de police au général Massu, c'est-à-dire les pouvoirs d'arrestation, de détention et d'interrogatoire. Mais il devait rendre compte, un théoriquement. minimum, en théorie. Au pouvoir civil. Une comptabilité. Voilà. Bon, ouais. Et Paul Tedjen, qui était, lui, secrétaire général de la préfecture d'Alger, devait recevoir des comptes rendus des arrestations effectuées et signer des arrêtés qui les officialisaient. Cet homme-là a fini par démissionner parce qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas informé de toutes les arrestations, qu'il y avait des gens dont on ne savait jamais ce qu'ils devenaient, y compris dans l'affaire Audin, on vient l'avertir 9 jours après de l'arrestation d'une personne. Hein. Donc, c'est dans ce problème-là, c'est de là que vient l'affaire Audin. C'est des pouvoirs, exactement, des pouvoirs qu'on a donnés aux militaires. Alors, et du déficit de contrôle sur ce qu'ils faisaient en réalité. Et ça, c'est pas une thèse de Vildal-Naquet. Ça, c'est la vérité de cette guerre. Vous parliez de l'affaire Ali Boumendjel, on va en parler tout à l'heure avec Malika Rahal, mais pour qu'on comprenne bien, ça concerne combien de personnes? Il y a eu combien de disparitions de ce type? Est-ce qu'on sait ce qu'a représenté? Vous me direz, ça fait longtemps qu'on le sait, mais pour les gens qui ne sauraient pas, ça concerne combien de personnes? La torture en Algérie et les morts ou les disparitions de ce type en Algérie? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Parce que, comme je viens de vous le dire... La comptabilité n'était pas rapportée par les militaires. Exactement. Donc comment voulez-vous qu'on sache aujourd'hui combien il y en avait? Et ça, c'est un débat que, quelque part, je trouve relativement pervers. Parce que l'exigence de chiffres, elle nous conduit sous la pression éventuellement à en produire. Mais on sait très bien qu'ils sont fragiles. Donc en fait, pour vous, on ouvre la voie... C'est le début de la révision. Exactement. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'on ouvre la voie à des gens qui vous disent « mais sur quoi reposent vos chiffres là hein ?» Ils ne reposent sur rien. Donc, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Peut-être rien. Et donc, c'est pour cette raison que moi, dans mes travaux sur la répression, j'insiste toujours sur la nécessité de reconstituer le système répressif en place et de montrer que parce que précisément il repose sur un déficit du contrôle des arrestations effectuées, tout est possible. C'est-à-dire que par exemple, pour revenir à cette affaire Audin, on voit dans votre film, vous faites une reconstitution de ce qu'aurait pu être le simulacre d'évasion organisé par l'armée pour dissimuler une exécution. À partir des témoignages, je précise. Vous le faites à partir de témoignages. À partir des témoignages, à partir des rapports, des procès-verbaux, à la fois au départ des militaires, ensuite des policiers, enfin des différents témoignages pour montrer les contradictions successives qui ont abouti à l'hypothèse de Pierre Vidal-Naquet qui a essayé de faire coïncider... Il a trouvé, mais ça c'est la critique que vous allez faire, j'imagine, il a trouvé une thèse qui colle avec toutes ces distorsions-là, si on va vous voulez, dire. Les premières thèses, les premières thèses étaient totalement absurdes, si vous voulez. Donc après, il fallait trouver une explication à l'absurdité. Donc par rapport à ça, en essayant de croiser les différentes hypothèses et puis les contradictions des militaires, parce que Charbonnier, en fait, au fil du temps, est revenu sur son premier témoignage, parce qu'il s'est rendu compte que ça tenait pas la route. C'est-à-dire, il a dit des choses qui étaient pas... Il y a eu, comme souvent dans ce genre de cas, des modifications, donc, il y a eu des à la relecture des choses, en se rendant voilà. compte effectivement qu'on prêtait le flanc à la critique parce que c'était pas crédible. Parce que c'est pas crédible. Hein, c'était ça l'histoire. Il a croisé ces différents témoignages, ceux des militaires, ceux des autres témoins comme le docteur Mérès, qui était là parce qu'il habitait dans le quartier, donc il a vu une ombre. Bon. Et par rapport à tous ces témoignages, il a réfléchi avec Lindon, qui était l'éditeur des éditions de Minuit, qui a collaboré d'ailleurs au texte de l'affaire Audin, et il est arrivé à la conclusion de son hypothèse
Mais ce n'était qu'une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est ce que je dis, moi. C'est une hypothèse. Il n'y a pas de deux preuve. temps dans sa démonstration, si je peux me permettre. Ouais. Il y a un premier temps qui est avéré et incontestable, c'est que cette évasion n'a jamais eu lieu et qu'elle a été jouée pour camoufler la mort de Maurice Audin. Et le véritable problème, ce qui est toujours la souffrance de la famille Audin aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ensuite ce qu'a toujours défendu Pierre Vidal-Naquet sur la foi du témoignage du commissaire central de la ville d'Alger, Jean Buil, c'est que le lieutenant Charbonnier a étranglé Maurice Audin au cours d'une séance de torture sous le coup d'un accès de colère. Mais c'est très difficile de confirmer que ce fait-là est juste parce que ça repose sur ce témoignage. Et voilà. Le problème que l'on rencontre, c'est que plus le temps s'éloigne, plus il est difficile de savoir la vérité. Alors, attendez, on va voir un autre extrait du documentaire, puisque là, il y a un témoignage qui n'est pas réfutable, celui-là, c'est le témoignage d'Henri Alleg, qui a donc croisé Maurice Audin pendant sa détention, et qui a vu dans quel état il était, et qui a constaté qu'au moins la torture, elle était avérée. On l'écoute. Quand je suis arrivé, le policier qui m'a ouvert la porte, j'ai pas eu besoin qu'il se présente pour savoir tout de suite que c'était un inspecteur. Entrez, rentrez. Il me fait rentrer. Et immédiatement, il a téléphoné au PC des parachutistes en disant rapidement qu'il fallait qu'ils viennent, quoi. Et ils sont venus. Le lieutenant, il m'a évidemment immédiatement reconnu. J'étais sur la liste de ceux qu'on cherchait. Il a dit, ah, c'est Henri Alleg, excellent de prix. Et il dit, c'est le directeur d'Alger républicain. Et puis tout de suite, il m'a demandé où est-ce que vous êtes hébergé. J'ai dit, je vous le dirai pas. Ah, on verra. Enfin, j'ai raconté tout ça dans la question. Dans la voiture, donc, qui m'emmenait, je savais déjà ce qui m'attendait, quoi. Et effectivement, je crois même pas une heure après, j'étais sur la planche à torture et ça commençait pour moi. Voilà, il y a des termes qui sont durs à entendre, la planche à torture. Voilà ce que dit Alleg. Charles Sylvestre, merci de nous avoir rejoints. Je disais que vous avez été en Algérie, comme appelé, vous avez, je ne sais pas si vous avez eu à connaître vous-même de la torture quand vous y étiez. Non. Mais on en parlait. Oui, bien sûr. Je lisais l'Express. D'accord. Ouais. Dans l'Express, il y avait Servan-Schreiber et Mauriac qui disaient des choses fortes sur la question. Et il y a eu l'Express parvenait en Algérie. Oui. Vous l'aviez, vous, dans les militaires, vous l'aviez. Il y avait quelques librairies, on pouvait trouver l'Express. Mais vous savez, c'est compliqué l'histoire des militaires dans la guerre d'Algérie. Il y a des militaires, des officiers, qui me demandaient l'Express pour lire ce qui s'y publiait. Ça ne veut pas dire qu'ils partageaient le point de vue de l'Express, mais ils voulaient savoir ce qui se disait. Et on le savait, on en parlait, on s'en inquiétait. Certains militaires s'en offusquaient. Non. Là, il y avait ce que je voulais dire tout à l'heure en vous écoutant. Il y a eu toujours, tout du long de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle une omerta militaire. Il y a des choses qui se font dont on ne parle pas. Voilà, ça, c'est ma conviction profonde. Quel que soit le niveau de désaccord avec ces choses-là. Oui, tout à fait, oui. Je parle des militaires d'actifs et des militaires responsables. Chez les appelés, ça parlait. Appelés en Algérie. Bien sûr, on sait bien ce qui s'est passé en 61, puisque les appelés se sont levés contre le putsch. À un moment donné, ça a été une des raisons, avec l'appel du général de Gaulle, de l'échec du putsch. Hein. Alors, revenons, si vous voulez bien, avec vous notamment, Henri Pouillot, sur ce qu'était la torture. Parce que vous étiez un appelé. Je ne sais pas comment un appelé se retrouve dans un centre de torture. Moi, je ne connais pas, mais moi, je pensais que c'était quand même plutôt pour des militaires un peu triés sur le volet, quoi, si je puis dire. On pouvait être appelé, se retrouver là, au contact de la torture. Au début de la guerre d'Algérie, à mon avis, il n'y a pas eu d'appelé qui a été dans les centres de torture. C'est que vers la fin de la guerre d'Algérie que l'armée a incorporé des appelés dans les centres de torture. Moi, j'ai été affecté... Dans les centres de torture, il y en avait plein partout? Il y en avait à tous les coins de rue ou il y en avait... Il y en avait un certain nombre. Même dans la période de la fin de la guerre d'Algérie où j'étais, les 9 derniers mois où j'étais, il y en avait quand même encore
en région algéroise. D'accord. Moi, ce que je voudrais quand même évoquer, c'est la souffrance que j'ai depuis cette date est toujours vivace, elle est profonde. Je vis avec un handicap, en fait, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et je trouve que c'est un peu dérangeant, les débats qu'on a sur cette guerre d'Algérie. On va être à 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie, et aujourd'hui, on n'évoque pas le problème qui me semble fondamental, c'est de reconnaître et de condamner tous les crimes contre l'humanité, les crimes d'État qui ont été commis pendant cette guerre d'Algérie. Je trouve que on a eu des tortures, des viols, des villages rasés au napalm, des crevées de Bijar et autres aspects. Ça, c'est toujours pas reconnu comme des crimes contre l'humanité, toujours pas condamné. Quand la France se dit le pays des droits de l'homme et qu'on laisse faire ces aspects, je dis non, c'est pas acceptable. Ce film de Maurice Audin doit permettre justement d'être un point sur lequel on a la véracité de la torture comme quelque chose d'odieux et qu'on doit aller là-dessus. Et je voudrais dire un deuxième point. C'est une souffrance pour vous aujourd'hui, ça, qu'on n'ait pas reconnu. C'est fondamental. Non. Mais vous avez été témoin de quoi, vous, sur le terrain, comme appelé ça se passait comment? Alors, j'étais plus affecté aux aspects administratifs de cette ville-là, la gestion des fichiers, etc. Quand Sylvie dit tout à l'heure par rapport aux archives, il y avait de l'ordre de 3000 fiches dans la Villa Suzini quand je suis parti, le 13 mars 62. J'ai eu au téléphone le fichier qui nous a remplacé à la Villa Suzini. Il m'a dit, mais il ne veut pas le témoigner parce que c'est un officier qui est resté d'actif, il ne veut pas le confirmer. Les fichiers ont été éparpillés dans le jardin de la Villa Suzini. Vous gériez administrativement les entrées et les sorties de cette ville-là. Oui. Est-ce que vous avez assisté ou entendu ou vu des choses précises en matière de torture? Évidemment, parce qu'on était une petite unité et de temps en temps, j'étais appelé à donner un coup de main, je ne sais pas comment le dire, le terme est choquant, mais à participer dans les salles de torture de la villa. C'est quoi le coup de main? On vous appelait, on disait viens, t'as besoin de toi? C'était pas possible de s'en échapper. J'étais comme dans le livre que je dis, j'étais comme dans une prison sans barreaux. J'avais pas de relais extérieur par rapport. J'étais pas militant. J'ai découvert toutes ces questions avec la guerre, avec le service militaire. Et j'avais pas de là. Mais attendez, le coup de main, c'était quoi? C'était donner un coup de main pour attacher la personne sur la table de torture. C'était prendre les notes des choses qui étaient dites dans les interrogatoires. Comme M. Fèvre dit interrogatoire, il ne veut pas dire torture. À coup de gégène, à coup de baignoire, à coup de quoi? À la villa, il y avait l'eau qui était utilisée et l'électricité. En Algérie, à ce moment-là, c'était du 110 volts, c'était pas du 220, et on utilisait les prises électriques carrément. Et ça, vous avez vu ça? Ben oui, malheureusement. Et on voit ça, et je crois que vous dites quelque part, c'est pas qu'on s'y habitue, mais c'est presque normal, quoi, quand on est dedans. On ne s'habitue pas. Enfin, je n'ai pas dû dire ça. On ne peut pas s'habituer. C'est un traumatisme. Encore aujourd'hui, j'ai encore des cauchemars sur ces questions de ce que j'ai vécu dans cet aspect. On veut oublier, comme tous les militaires, on a voulu oublier tout l'enfer qu'on a vécu, mais on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui reste enraciné, qu'on garde à vie. Alors moi, je dirais. Est-ce qu'à un moment vous dites c'est pas possible, on peut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça? Est-ce que vous le dites à vos supérieurs? Est-ce que vous dites, est-ce qu'à un moment vous vous rebellez ou est-ce que c'est pas possible de se rebeller C'est pas possible de se rebeller. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je me rebellais, j'allais en prison militaire. Je parvenais, mais il faut replacer dans le contexte des communications de l'époque. On pouvait pas téléphoner, écrire, et il n'y avait pas Internet, etc. On pouvait pas communiquer comme on peut le faire aujourd'hui. Les choses sont totalement différentes. Se rebeller, ça voulait dire soit je désertais sur place, mais où j'avais pas de repères sur la ville d'Alger. J'allais vers le FLN en disant que je venais de la Villa Suzini, c'était me suicider. Vous pouvez pas dire à vos supérieurs, je peux plus, je peux pas, c'est trop, je veux être envoyé ailleurs, dans d'autres unités, pour faire autre chose? Je sais pas. Dans les contextes de subordination dans lesquels les gens étaient sur place, c'était quasiment pas possible de se rebeller sur cette question. Je risquais ni plus ni moins que d'être victime d'une corvée de bois comme les autres. Aujourd'hui, on vous sent à la fois en colère, à la fois blessé,
et peut-être même honteux d'avoir assisté à ça et que personne ne vienne vous laver, entre guillemets, de ce que vous avez dû endosser. Un exemple concret, après être sorti de l'Algérie, quand j'étais à Lyon, j'ai essayé d'écrire un document pour dire ce que j'avais vécu là-bas. J'en ai discuté avec des appelés. Il y a un officier de la sécurité militaire qui est venu enquêter dans le régiment pour tenter de récupérer ces documents. Parce que même après la guerre d'Algérie, on ne pouvait pas s'exprimer sur ces questions. Ça restait dangereux. Alors, je voudrais quand même donner un Vous voulez quoi aujourd'hui? Vous attendez quoi? Parce que justement, ça va être l'anniversaire. Justement, ça va être l'anniversaire des accords d'Évian en mars prochain. J'attends, vous attendez quoi? Ce que je voudrais dire. Attendez, général. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce que vous attendez du général Febvre? Aujourd'hui, il y a 4 militaires qui savent comment Maurice Audin est mort. Exactement, qui savent comment il est disparu. Il y a Maurice Schmitt, qui était présent au service de renseignement dans cette période. Qui est encore vivant. Qui est encore vivant, qui a été accusé à de nombreuses reprises d'avoir participé aux tortures. Des militaires dont vous pensez qu'ils savent. Donc vous êtes convaincu qu'il savent. Je suis certain qu'il sait. Maurice Febvre est un général qui était très proche et qui est toujours très proche de Maurice Schmitt. Je pense que comme officier de renseignement, il ne peut pas ne pas savoir un certain nombre de choses plus précises que ce qu'il a osé accepter de dire aujourd'hui. Il y a surtout le capitaine Labourdonnais-Montgluc, qui, après la succession de Zarès, qui, dans le livre de Marie-Monique Robin, et dans le livre du général Ozarès, a donné un certain nombre d'éléments. Bon, vous voudriez quoi? Que ces militaires-là, dont vous pensez qu'ils savent, disent effectivement, et soient amenés à dire, à témoigner de ce qu'ils savent. Général, un mot, et puis on va avancer, mais un mot sur tout ce qu'on dit là. Je suis un peu perplexe sur le témoignage de mon voisin. Parce que je sais qu'à la Villa Césigny, c'est officiel, pendant toute l'année 61, c'était une villa qui était tenue par un service administratif de l'armée de l'air. Or, mon voisin était du train. Et il n'a jamais eu accès à la Villa Césigny en 1961. Ce n'est qu'au début de 62 qu'il a pu y être introduit. Voilà. Mon général, il y a 8 jours, j'ai un témoignage écrit d'un militaire qui me dit que c'était la marine à ce moment-là, avant. Bon. Non. Le train, la marine, bon, autre chose. On peut sortir les deux mots et on va passer à un nouvel extrait. Deux mots. Vous peut-être juste un mot. Et rapidement. Ça continue, on tourne en rond avec oui, j'ai vécu ça, ils ont vécu ça, non, ça c'est pas possible, non, vous n'avez pas de preuves, etc. Ça s'appelle du témoignage. Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Les générations qui arrivent, je ne vous dis pas le contraire. Non, ce que je voulais dire, il y a deux choses à mes yeux extrêmement importantes. C'est que en 2000, le 31 octobre, il y a 12 personnes, des grands témoins sur la question de la guerre d'Algérie, qui ont témoigné et qui ont dit il faut enfin que l'État reconnaisse ce qui s'est passé. Pourquoi c'est très important? La souffrance d'Henri Pouillot, mais ces 12 dont je vous parle, j'ai parlé avec eux avant d'élaborer ce texte, mais tout le monde... L'appel des 12, voilà, que vous faites rédiger en 2001, 2002. Non, 2000, 31 octobre, sur France Inter, en direct le matin aussi. Bon, et Madeleine Robert-Hioux en direct dans l'émission de Paoli. Ça a fait un effet assez terrible. C'est très important parce que les 12 en question ne voulaient pas ouvrir ce qu'ils appellent les plaies de la guerre d'Algérie. Parce que tout le monde a souffert de cette guerre. Les appelés, les militaires, les pieds noirs, les Algériens d'abord, excusez-moi. Bon. Et donc cet appel était destiné à dire une bonne fois pour toutes, reconnaissez ce qui s'est passé et ça ne pansera pas les plaies, mais ça mettra à jour cette question. Lionel Jospin, tout de suite, a dit il faut entendre cet appel, et ça a déchaîné un débat que connaît bien Sylvie Tenot pendant un an. Non, excusez-moi, je voudrais dire autre chose. Et puis il y a eu Sarès et puis tout ça. Voilà. Et non, mais cet appel n'a pas été entendu. Il y a eu deux sondages de l'opinion publique qui demandaient à ce que la France reconnaisse ce qui s'était passé en matière de torture. Excusez-moi, mais je vous coupe parce que vous parlez aussi de l'Algérie. Je voudrais quand même qu'on puisse faire venir Malik Caral, qui va nous parler aussi d'une histoire semblable, mais qui concernait cette fois-ci un Algérien. Et on va, pour faire une transition, écouter un nouvel extrait du documentaire. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui nous explique que, évidemment, tous les militaires n'ont pas été des tortionnaires, quand même. On ne peut pas dire que tous les appelés ont été des tortionnaires. Ça serait une connerie. Il n'y a aucun historien d'ailleurs qui dit ça. On ne peut pas dire non plus que tous les militaires de carrière étaient des tortionnaires. Il y a même des officiers de renseignement qui ont pratiqué autrement le renseignement qu'en torturant les gens. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a mis du matériel, des hommes pour torturer. Il y avait une institution qui était à l'intérieur de l'armée, qui était, ça a été même développé par des colonels, je veux dire, qui était la contre-révolution.
Voilà pour cet extrait. Général, je vous coupe parce que pendant les extraits, il y a beaucoup de débats sur ce plateau. Merci Malik Aral de nous avoir rejoints. Vous êtes historienne vous aussi. Vous êtes à la fois et algérienne et française et même américaine d'origine. Et vous avez écrit sur Ali Boumendjel qui, lui, avant Maurice Audin, a connu le même drame que Maurice Audin. Oui, en février 1957, Ali Boumendjel est arrêté par les parachutistes et il est détenu entre les mains des parachutistes pendant 43 jours, avant officiellement de se suicider en se jetant du haut d'un des immeubles qui étaient occupés par les parachutistes sur les hauteurs d'Alger à El Biar. Vous dites officiellement parce que vous pensez que ce n'était pas un suicide. C'est pas un suicide, c'est un assassinat. Ce que d'ailleurs, de la même façon qu'avec Audin, les militants de l'époque et la famille traduisent très bien le langage militaire. Ils parlent très bien le militaire. Ils savent bien que quand on s'est évadé, on est mort. Et ils savent très bien que quand on s'est suicidé, en réalité, on a été assassiné. Ça ne fait aucun doute pour personne. Jusqu'en 2001, la seule version officielle qui existe est celle d'un suicide, jusqu'en 2000-2001, jusqu'au moment où Ossarès avoue s'être occupé de faire assassiner Ali Boumendjel en le faisant jeter du haut de cet immeuble. Il l'a dit, il l'a reconnu. Oui. On n'a pas de reconnaissance officielle de ce fait néanmoins. On a ce témoignage-là qui confirme d'autres sources qu'on peut trouver également. Alors, on va dire un mot peut-être sur cette torture ces morts qui ont concerné je ne sais pas combien d'Algériens à l'époque. Je ne sais pas non plus. On ne sait pas, personne ne sait. Non, encore une fois, sur la question des chiffres, de deux choses l'une. D'abord, on n'aura pas la documentation qui va nous permettre de compter ni les morts ni les torturés. Et d'autre part, on en revient à cette question que compter pour essayer de prouver quelque chose n'a pas de sens. D'accord. Un mot sur les appelés. Vous vouliez parler des appelés, puis après on essaiera de se projeter sur aujourd'hui, parce que cette affaire est incroyablement douloureuse, et chaque fois qu'on fait un débat dessus, on se rend compte à quel point c'est douloureux, à quel point la France n'arrive pas il ne s'agit pas de tourner cette page, mais de pouvoir la lire plus sereinement, si je puis dire, cette page de son histoire. Un mot sur les appelés, qui étaient dans ces... parce qu'il y en a eu des appelés en Algérie, pas qu'un peu. Pas qu'un peu, c'est un peu difficile de savoir, mais disons qu'en général, on retient à peu près pas loin de 2 millions de jeunes hommes de France qui ont été envoyés en Algérie pour faire la guerre. Je crois qu'au-delà du témoignage d'Henri Pouillot, il faut dire que la pratique de la torture en Algérie, elle s'est réellement disséminée sur l'ensemble du territoire. Elle n'était pas cantonnée dans des centres spécialisés. Il y avait des centres d'interrogatoire qui étaient connus de tout le monde comme étant des lieux où on amenait des gens arrêtés et où ils étaient soumis à la torture. Ça arrive aussi dans d'autres centres. Elle était plus accidentelle, ailleurs, à droite, à gauche. Je ne sais pas si c'est accidentel, mais elle est inscrite dans la pratique de la répression. Et il pouvait y avoir un jeune berger de 14 ans, par exemple, arrêté par un bataillon parce qu'on pense qu'il a vu, qu'il sait des choses, et qui tombe entre les mains de la troupe et qui y passe par les gens qui l'ont arrêté dans une petite unité majoritairement composée d'appelés. Parce qu'il y avait une espèce de signal qui laissait entendre qu'on pouvait le faire. Je crois que oui, on peut parler du fait qu'il n'y avait pas de verrou posé, en tout cas. Il n'y a pas de verrou pour deux raisons. D'abord, il faut dire que la pratique de la torture en Algérie, elle est antérieure à la guerre. Les services de police en Algérie, en particulier ceux des renseignements généraux, torturaient bien avant 1954, dans des conditions qui peuvent y ressembler. Dans le livre, Vidal Naquet cite une affaire d'un Algérien qui disparaît entre les mains des policiers en novembre 1954. On n'a pas dit un mot, mais c'est pas pour faire l'équilibre, mais on n'a pas dit un mot non plus sur la torture pratiquée par le FLN. On n'a pas dit un mot sur cette guerre qui n'était pas une guerre au départ, mais qui est quand même une guerre, et sur cette guerre quasi civile, si je puis dire, et dont on se demande si elle ne peut pas forcément être qu'une guerre sale. C'est ça, je me dis. Alors... Déjà, un mot, mais rapidement. Un mot sur FLN. Le FLN ne torture pas pour obtenir des renseignements. Le FLN pratique la violence, oui, sur les Algériens. Oui, pour quelle raison? Le FLN n'existe pas depuis longtemps. C'est un petit groupe d'hommes qui s'organisent pour lancer l'action armée dans la nuit du 31 octobre pour une novembre 1954. Ce n'est donc pas un parti qui a derrière lui
une masse d'adhérents qui vont le soutenir tout de suite dans l'action, qui vont ravitailler les maquis, cacher les militants, etc. Donc il va terroriser. Et la violence, elle a villages. pour objectif d'obtenir un soutien matériel et logistique qui est absolument indispensable, sans lequel les maquis ne survivraient pas. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de guerre, ce genre de conflit, je disais quasiment comment dire, enfin civil, sans que ce soit autre chose qu'une guerre sale? Moi, j'aurais tendance à dire que toutes les guerres sont sales. Oui. Pardonnez-moi. Et surtout, je crois que... On se dit quand même qu'il y a des guerres avec des camps bien définis, des troupes qui avancent, des troupes qui reculent, des machins. Bon, voilà, et c'est la guerre. C'est pas un hasard que la torture surgisse effectivement dans ce type de guerre. Moi, je crois que l'élément fondamental dans cette pratique de la torture, c'est quand on confie à l'armée des pouvoirs de police. Si vous comparez avec l'Irak aujourd'hui ou l'Afghanistan, on a le même. C'est le même type de schéma. On fait la guerre à une population et on donne à l'armée des pouvoirs d'arrestation et de détention qui lui permettent de tout faire. Un mot de chacun, rapidement, c'est malheureux de dire ça, mais bon, pour terminer. Je voudrais votre sentiment à vous. C'est un peu facile de dire que vous avez aussi une sensibilité algérienne, autant que française. Quelles seraient les attentes côté français et côté algérien de la façon de régler, entre guillemets, cette histoire-là? D'abord, à un moment, il va falloir redire ce qu'on n'a pas encore dit bien clairement ce soir, c'est l'impact de la torture. Et c'est aussi pour cette raison-là que les chiffres n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de personnes qui ont été physiquement torturées. Comment est-ce qu'on va compter le nombre de personnes qui ont été victimes de tortures immatérielles devant lesquelles on a menacé leur famille, qui ont assisté aux tortures de membres de leur famille, tortures psychologiques. On n'a pas décrit le phénomène de diffusion à l'intérieur de la société, de la violence et de la terreur provoquée par la torture. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui en Algérie? Ce qu'on attend aujourd'hui en Algérie est assez différent de ce qu'on attend en France. On souffre de cette torture, on souffre aussi de la guerre civile algéro-algérienne, on souffre aussi des événements qui se sont passés de façon postérieure. On est assez comment dire, fataliste dans la façon de dire que cette guerre a été nécessairement violente parce que c'était une guerre de libération. Il y a des événements qui choquent particulièrement. Donc il n'y aurait pas le même sentiment de culpabilité en Algérie qu'on l'a en France? Il n'y a pas de sentiment de culpabilité par rapport à cette question de la torture de l'armée. Donc le rapport n'est pas le même. Le rapport est très différent. On est très choqué, par exemple, lorsque Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, notamment ses anciennes victimes sont là tout d'un coup, se sentent obligées de témoigner. Mais on vit les conséquences de la torture sur un mode beaucoup plus personnel, sur un mode beaucoup plus familial. Ce qu'a pu faire Jean-Marie Le Pen pendant la guerre, je ne sais plus ce qu'il a dit là-dessus, mais bon, ce sont vos propos. Alors juste un mot, mais rapidement sur est-ce que, la question est celle-là, est-ce que tout compte fait, l'ancien général ou le général que vous êtes n'aurait pas envie qu'à un moment il y ait une parole officielle de l'armée, de l'État sur cette question-là? Pourquoi pas? Pour vous libérer peut-être un peu. S'il doit y avoir une repentance, elle ne peut pas être unilatérale, il faut qu'elle soit bilatérale. C'est le point de vue de... Vous parlez de repentance. Vous souhaiteriez une repentance des deux côtés. Oui, c'est des deux côtés. Bon, ceci dit, sur l'évaluation de la torture, j'ai fait une recherche dans les archives de la Croix-Rouge à Genève. J'ai passé plusieurs jours dans les archives de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge avait des délégués en Algérie qui ont visité plus de 400... Et qui n'ont pas constaté de torture. 400, si. Ah bon. Ils ont fait 400... compte rendu de visite, ils ont interrogé les gens dans les centres d'interrogatoire et autres, et j'ai fait le bilan, j'ai épluché ces 400 comptes rendus, et j'en ai tiré la conclusion que parmi les gens interrogés, il y en avait 20% qui reconnaissaient avoir été torturés, et que 80%, donc je dément totalement cette histoire de torture généralisée. Voilà. Bon, mais je ne crois pas que ça a été dit comme ça. On n'a pas dit que c'était un système généralisé, on a dit que ça s'était institutionnalisé. Et c'était généralisé. C'est un mot qu'a employé le général Massu quelques années avant de mourir. On l'a traité... Oui, mais non, mais d'accord, je connais ça. Le côté... Massu, il n'est pas gaga quand il torture, mais il est gaga quand il reconnaît la torture. Hein, ce pauvre général Massu. Non. Comment ça? Parce que on n'a plus le temps. En tout cas, vous dites que ça a été reconnu en son temps par des gens qui étaient bien au fait des choses pour le reconnaître. Et donc ne faisons pas, comme vous le disiez tout à l'heure, machine arrière. Je voudrais ajouter un mot, Benoît Duquesne, quand même. C'est que le 21 juin 2007, Madame Audin Josette a écrit une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. On l'a dit. Et depuis bientôt 3 ans et demi, Nicolas Sarkozy n'a pas éprouvé le besoin, ne serait-ce que de lui répondre. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu lui répondre. Donc vous souhaiteriez, et elle souhaiterait avoir cette réponse-là. Oui, quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous.
On aurait bien voulu continuer bien davantage de débats. Malheureusement, il faut s'en tenir là. Mais ne bougez pas, il y aura bien sûr l'occasion d'avoir d'autres débats ici et ailleurs sur cette question de l'Algérie, puisqu'on va commémorer les accords d'Évian. C'était en mars 62. Voilà. Merci à Cécile Sixou qui m'a aidé à préparer ce débat. Ne bougez pas, Général. Je vous rappelle que vous avez notre site internet pour revoir l'émission, nous faire part de vos remarques, etc. Et que la semaine prochaine, eh bien, on parlera des rapports toujours très délicats entre presse et politique. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Public Sénat.